2022, c'était plutôt une digitalisation désirée, je vais dire, en termes de croissance et digital. Et cette dynamique, donc on a vu se structurer en 2022, elle vraiment s'accélère et elle s'organise en 2023, on va le voir. C'est une très belle histoire qu'on a à vous raconter cette année, qui s'articule autour de 5-6 enseignements. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on a des commerçants optimistes qui vont vers une croissance plus inclusive. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial pour vous présenter les résultats du baromètre croissance et digital de l'Axel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, l'Axel, c'est l'association qui, depuis 40 ans, réunit les acteurs de la transformation numérique. Fruit du Commerce Tech Club, le baromètre s'intéresse aux commerçants de petite et moyenne taille. Grâce au soutien d'Ipsos, l'enquête permet au fil des années de mesurer les tendances, les évolutions et les besoins de ces acteurs du commerce. Le 6 juillet a eu lieu la présentation officielle des résultats de cette 7e édition au ministère de l'Économie et des Finances. Pour en parler et les découvrir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de marque, Vincent Montet, vice-président de l'Axel, et Cyril Grira, président du Commerce Tech Club. Vous l'aurez compris, dans cette conversation à trois, nous allons nous écarter du plan habituel, proposer l'idée de retracer les grandes lignes de ce 7e baromètre. Avant de commencer, je vais laisser la parole d'abord à Vincent pour qu'il se présente et qu'il présente l'Axel un peu mieux que moi. Puis enfin à Cyril, oui, il y a donc bien deux Cyril dans cet épisode, désolé. Tu te présenteras ensuite avant d'introduire peut-être la mission du Commerce Tech Club au sein de l'Axel. Et ensuite, nous irons plus loin en détail dans les résultats. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots, te présenter? Bonjour les Cyrils avec un S, puisque vous êtes deux. Ravi, merci de nous recevoir. Je suis donc Vincent Montet. Dans le civil, je suis le fondateur et le directeur d'un MBA spécialisé qui s'appelle Digital Marketing and Business, qui forme des managers du marketing et de la transformation digitale au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Et je suis accompagné donc de Cyril. Mais attends, Cyril va se présenter. Est-ce que tu peux nous pitcher dans les grandes lignes ce que c'est que l'Axel? Je l'ai présenté de façon très brève en introduction, en disant que ça existe depuis 40 ans. C'était pour bien inscrire l'idée selon laquelle c'est quelque chose qui a suivi l'ensemble des évolutions du numérique, du digital, de la tech en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'Axel, tu l'as dit, c'est 40 ans. C'est presque toute l'histoire de la transformation digitale en France. Ça a commencé avec le Minitel. C'est incroyable de durer aussi longtemps parce que, contrairement à plein d'autres associations, on n'est pas une association sectorielle. Il y a vraiment tous les acteurs du territoire français, pas de la France. Donc, y compris les entreprises françaises, mais aussi les grandes entreprises internationales, Google, Microsoft et les autres sont à nos côtés. On est certes sur la croissance avec le numérique, mais une croissance qui doit être inclusive, c'est un des combats de l'Axel. Comprendre aussi la confiance des Français, beaucoup d'études et de travaux. Et puis la transformation, évidemment,
des piliers de l'économie autour de la fintech, du paiement, de la banque et de l'assurance. Voilà les grands chantiers de l'Axel. Ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai rarement vu, je rappelle que c'est des bénévoles. C'est une sorte de think tank, en fait. C'est ça, c'est un think tank avec 6 grandes thématiques. On est aujourd'hui dans la thématique du Commerce Tech Club, mais j'ai rarement vu autant de contributions. J'invite vraiment tes auditeurs à aller visiter le site web de l'Axel, parce qu'il y a beaucoup de contenu à disposition, et toutes les entreprises qui sont membres, chaque employé peut accéder aux événements. C'est pas une adhésion d'un individu dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens souvent qui découvrent lors de nos événements que j'ai le droit d'y accéder et d'y participer. Et ça donne une dynamique, quand elle n'est pas sectorielle ou monométier, une fertilité incroyable. Et je suis très très fier de porter haut et fort les couleurs de l'Axel. Les membres de l'Axel, comment tu les qualifies? Combien sont-ils? Enfin, c'est quoi C'est à peu près 150 entreprises membres de l'Axel aujourd'hui, ce qui représente, alors là, en nombre d'employés, je ne peux pas te le dire. Et puis un board d'une 30aine de personnes très impliquées. Là aussi, il y a beaucoup d'associations où dans les conseils d'administration, on vient chercher un ticket. Là, ça taffe. Tout le monde est engagé sur différents chantiers, notamment, on peut le citer, je crois, notre président quand même, Laurent Nisery, et puis la secrétaire générale Marie Géroux, qui font avancer l'association vraiment de main de maître. Très bien. Et des entreprises de toute taille qui sont membres de l'Axel. De la start-up au cabinet d'avocats, en passant par la multinationale ou la banque. Oui, c'est vraiment, encore une fois, un panel extrêmement représentatif, pas autour d'un secteur ou d'un métier, mais bien, finalement, exercer mon métier et participer à cette transformation digitale du pays. Bon, ok. Donc aujourd'hui, on est dans le pilier, le secteur qui s'appelle le Commerce Tech Club. Donc Cyril, tu en es le président. Est-ce que tu peux, à ton tour, te présenter et puis nous raconter un peu quelle est la mission du Commerce Tech Club? Bien sûr, Cyril, et merci pour l'invitation. Alors moi, dans le civil, je suis directeur commercial chez Google en France, en charge d'une industrie en particulier, la belle industrie du retail. Et dans ce contexte-là, je préside le Commerce Tech Club, dont l'objectif au sein de l'Axel, nous, Google, on est membre de l'Axel depuis 2004 maintenant, donc ça fait longtemps. On accompagne, l'Axel est une belle association de l'économie numérique qui accompagne globalement la transformation digitale des entreprises en France. Et on voulait faire un zoom plus particulièrement sur le retail, qui est cette industrie un peu le post-avancé en termes de consumérisation, en termes de transformation digitale, de belles pratiques. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce club, cette commission, avec Marie Giroux et toute une équipe il y a quelques années maintenant. Le baromètre croissance et digital vient nourrir ce club. Depuis lancé il y a 7 ans avec mon ami et collègue Jean-Charles Brandly au sein de l'Axel, avec pour objectif de mesurer l'impact du digital sur la croissance des entreprises, et en particulier les TPE et les PME, les petites et moyennes entreprises, dans tout un écosystème qui est le commerce en France. Voilà un petit peu. Alors évidemment, ce Commerce Tech Club, permets-moi juste, tu as cité l'Ipsos tout à l'heure, qui nous aide, qui réalise ce baromètre, mais pas que. Vincent, donc DMB et FAP, qui est aussi notre partenaire. Google, évidemment, mais Banque Populaire, PrestaShop, Salesforce, la Chambre de commerce de l'industrie avec les digiteurs. Et je crois que je n'oublie personne pour cette fois, sont la Dream Team de ce baromètre. Qu'on a pu effectivement voir on stage la semaine dernière à l'occasion de la publication des résultats au ministère, comme je le disais en introduction. Merci Cyril pour cette présentation. On va donc bien sûr maintenant pouvoir rentrer sur le sujet du baromètre. Pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit, Vincent, est-ce que tu peux nous dire sur les sources sur lesquelles s'appuient les résultats de ce baromètre, les entreprises qui ont été interrogées? Il y en a 700, si je ne dis pas de bêtises, qui couvrent un peu toute taille d'entreprise. C'est le critère, c'est ça? Alors, oui et non, justement. Parce que les 3/4 des études, tu as des études sur la transformation digitale des grandes entreprises ou des organisations. Ça fait 15 ans qu'on croule sous ces études. On est sur les TPE, voilà. PME. Exactement. L'intention est pour être cohérent, le panel de l'étude, c'est 73% d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc on voulait
vraiment aller voir les commerçants français, pas ceux qui ont des succursales ou qui sont des... voilà. C'est quoi? C'est le vendeur de lit au coin de la rue? C'est le vendeur de lit au coin de la rue. C'est également une agence d'assurance avec 10 salariés au coin de la rue, à la fois dans le service et dans le commerce de classique. On va redresser les résultats, d'où la présence d'Ipsos. Hein, c'est pas un sondage sous forme, on va redresser ces résultats pour aller voir ce qui se passe sur les entreprises de taille intermédiaire, de plus de 20 salariés, mais on reste vraiment dans ce TPE-PME qui est notre spec et principalement commerçant. Ok, donc ça c'est important qu'on ait bien en tête ces données-là, puisque on va pouvoir comprendre, analyser, intégrer les résultats que vous allez nous présenter avec ça en tête. On n'est pas en train de parler de Fnac Darty ou de grands groupes, de grands e-commerçants, Amazon, Cdiscount, enfin je ne peux pas tous les citer. Tes invités réguliers. Mes invités réguliers. Là, on va se concentrer sur une forme de commerce qui est une réalité prégnante, quotidienne pour tout le monde, puisqu'elle est au coin de la rue, de plus petite taille. Et donc, globalement, Cyril, comment tu qualifierais en quelques mots, avant qu'on aille à peu près dans le détail, ces résultats, ou comment on les lit? Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. C'est très intéressant parce que chaque année vaut une histoire, se crée une histoire, et il faut remettre ce baromètre dans le contexte. Souvenez-vous, dans 2020, c'était une année économiquement difficile. On pouvait parler de forme de récession déjà à l'époque avec le Covid. 2021 était l'année de la reprise, d'une relance assez forte et assez significative autour de cette industrie du commerce. 2022, on avait déjà vu une nouvelle dynamique se créer. 2021 à marche forcée, 2020, 2021 on était un peu à une digitalisation à marche forcée. 2022, c'était plutôt une digitalisation désirée, je vais dire, en termes de croissance et digital. Et cette dynamique, donc on a vu se structurer en 2022, elle vraiment s'accélère et elle s'organise en 2023, on va le voir. C'est une très belle histoire qu'on a à vous raconter cette année, qui s'articule autour de 5-6 enseignements. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on a des commerçants optimistes, qui vont vers une croissance plus inclusive. Et là, si tu veux, je peux te partager déjà quelques chiffres. On peut commencer. Alors, le premier chiffre qui est super clé dans ce baromètre, c'est que 41% des commerçants s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires en 2023, versus 16% qui seraient en décroissance. Alors on sait que dans le commerce, il y a des industries... Entre les deux, c'est stable, il y a une stabilité, mais ce qui est important de noter, et tu as raison de le présenter sous une forme optimiste, c'est qu'il y a une majorité, le plus gros groupe est celui des optimistes. Exactement. Et quand on dit 41%, ça ne veut pas dire qu'il y en a 59% qui sont pessimistes. Exactement, ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas. Ouais. Et voilà. Qui peuvent être attentistes. Mais bon, le plus gros du contingent est optimiste. Et optimiste, exactement. Et quand on rezoome dans ce gros contingent, donc comme tu dis, c'est qu'il y a quand même une belle partie aussi qui tape sur une croissance de chiffre d'affaires au-delà des 5%. Et c'est une augmentation de plus 7 points quand on regarde d'un point de vue barométrique, qui sont très optimistes pour le coup. Donc c'est un beau résultat dans le contexte, encore une fois, dans lequel on se trouve, qui n'est pas un contexte facile et simple pour cette industrie. Donc de l'optimiste, je pense que c'est le premier mot qu'on peut retenir des commerçants qui sont optimistes. Mais c'est bien d'être optimiste. Ouais, je veux juste rebondir, ça c'est le quoi, on est optimiste, et comment on est optimiste, et vers une croissance, et c'est ça aussi, parce que ce baromètre, c'est le baromètre croissance, et digital certes, mais croissance. On a voulu cette année mesurer aussi qu'est-ce que ça voulait dire croissance. Alors d'un point de vue grégalien, ça a une définition, la croissance, c'est du chiffre d'affaires qui croît, qui augmente, mais on sait bien qu'elle peut être multidimensionnelle, cette croissance. En tout cas, un chef d'entreprise peut la regarder différemment. Donc, on leur a posé la question, clairement, cette année. Quel est l'élément le plus important pour vous lorsqu'on parle de croissance de votre entreprise? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la marge? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est l'impact vis-à-vis de la planète et de l'environnement?
ou est-ce Ça, que c'est une question qui était déjà posée Non, c'est la première fois qu'on l'a posée. Je crois que c'est bien de se l'être posée parce qu'on parle de croissance inclusive, de croissance RSE, enfin il y a plein de termes aujourd'hui pour... parfois c'est un gros mot même en France, tu sais, la croissance, on n'a pas le droit d'en parler. Mais quand elle est faite de manière très saine, finalement, pour l'entreprise et pour son environnement, c'est une belle chose. Il ne faut pas avoir peur d'employer ce mot croissance. Donc évidemment, c'est toujours le chiffre d'affaires et la marge qui reviennent en premier, mais couplés à chaque fois avec le chiffre d'affaires et la marge, reviennent plusieurs indicateurs. Donc c'est pas, on couple pas. Alors, on entend beaucoup de chefs d'entreprise parler de croissance et de rentabilité. Croissance et rentabilité. Faire les deux en même temps, c'est magique, c'est l'équation magique du commerce, c'est vrai. Mais là, cette année, la surprise qu'on a eue, c'est qu'on nous parle de croissance du chiffre d'affaires avec croissance des compétences et des talents, acquisition de talents dans l'entreprise. On nous parle de croissance de la marge avec impact un impact RSE, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. On nous parle de croissance du chiffre d'affaires avec une diversification, j'ai du mal à dire le mot, des offres et des services. Voilà, on inclut plusieurs choses autour de la croissance et c'est pour ça qu'on va parler d'optimisme et de croissance inclusive. Quand les commerçants qui sont interrogés répondent à cette question en fait autour de la croissance et qui vous permet de dire aujourd'hui qu'il y a des notions RSE qui ressortent ou des notions de formation, de prise en compte des talents, il l'exprime, il commente concrètement comment ça se met en œuvre. Vous avez, Vincent, est-ce que tu as des retours sur ce que ça veut dire concrètement la formation, la croissance et qu'on lie avec la formation? On se rend compte dans les commerces de détail, de proximité ou les réseaux à taille humaine, on l'a dit, les talents des ressources internes est un des éléments clés de la transformation digitale. Donc les entreprises, on le verra un peu plus tard, ont forcément investi dans la formation. Parce que pour déployer un talent, pour qu'il puisse s'exercer dans la transformation digitale, si ce n'est pas un nouveau recrutement, il faut bien l'accompagner. Et c'est une maturité qu'on avait sentie l'an dernier avec Cyril dans les premiers résultats, mais là on se rend compte que il y a un changement de paradigme chez les commerçants qui est, oui, je n'investis plus simplement en mettant de l'argent pour mon site web ou ma page social media. C'est l'aspect complet de la transformation digitale, à la fois avec les outils, mais aussi avec, on va le voir, l'expérience client et puis les ressources internes que je vais pouvoir déployer complètement cette transformation digitale. C'est une maturité que n'avaient pas les petits acteurs. Dans les grandes entreprises dont on parlait, ça y est, elles l'ont depuis 10 ans. On le voit de plus en plus. Nous, par exemple, des dirigeants d'entreprise aller sur des formations dites part-time et prêts à mettre 1 an de leur vie intense, parce que j'ai mon activité pro plus me forme pendant 1 an en parallèle pour eux-mêmes se transformer et accompagner leur entreprise. Oui, ça, c'est une vraie tendance. Et justement, Cyril, au sujet des outils, Vincent, tu viens d'évoquer ce mot-là, qui sont un moyen d'accompagner cette croissance et cette transformation. Qu'est-ce qui ressort sur ces sujets-là? Alors, si tu permets, je reviens sur les outils dans 1 minute. Je voulais juste permets tout, vas-y. Adresser un point avant, c'est le chiffre sur le RSE, l'impact sur le nombre de commerçants qui ont mis en place une politique RSE. Et c'est très intéressant d'un point de vue barométrique, parce que là, il y a une vraie prise de conscience globale, où 1/3 des commerçants ont mis en place une politique RSE désormais. C'est plus 9 points. Sur les entreprises de plus de 20 salariés, c'est plus de la moitié, et c'est aussi plus 8 points d'un point de vue année à année, d'un point de vue barométrique. Donc là, il y a une vraie accélération, c'est que maintenant, même dans le commerce, on veut mettre en place des produits et des offres responsables. Donc voilà. Le RSE, ça veut dire proposer des produits et des services qui respectent davantage les sujets sociaux et environnementaux. Exactement. Typiquement, je prenais tout à l'heure le vendeur de matelas qui va davantage mettre à la vente des matelas dits bio ou éco-conçus plutôt que des produits purement industriels. Ouais. C'est comme ça qu'il faut qu'on l'entende. Exactement, c'est exactement ça.
Alors évidemment, il va y avoir plein d'outils aussi qui vont nous aider. Là, je bridge avec ta question précédente, qui vont nous aider, qui vont aider les commerçants à avancer sur ces sujets. Mais ce qu'on mesurait les années précédentes en termes d'adoption des outils, c'était déjà la visibilité sur le web. Donc la visibilité d'un commerce aujourd'hui online, et sa capacité à vendre son produit aussi bien en magasin, in-store, qu'en ligne. Donc là, on a vu une accélération des sites vitrines, où les réseaux sociaux et les sites vitrines sont désormais massivement déployés. D'accord, c'était vrai pour les réseaux sociaux parce que pendant la crise du Covid, c'était plus facile à déployer. Aujourd'hui, ça s'accélère et ça s'accentue avec les sites dédiés, les sites vitrines, qu'on appelle des sites vitrines dans le jargon du baromètre. Les sites vitrines, il faut comprendre que c'est là où sont présentés les produits sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Oui, mais je ne peux pas les acheter. Ouais. En fait, un site vitrine, il n'y a pas de caisse. Oui. C'est juste la vitrine. Cette notion de vitrine, elle s'exprime soit sur le site web, soit sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'est jamais que l'image de ce que je vends. Le switch qu'on avait réalisé l'an dernier dans le baromètre, c'était le basculement dans l'e-commerce et dans l'acte transactionnel au-delà du site e-commerce du commerçant. Ça, le côté transactionnel, il a déjà été enclenché il y a quelques années. Alors, tout à fait. Alors, mon point, et tu vois où je vais en venir, c'est qu'on va vers une diversification des canaux de vente qui s'accélère. Enfin, cette diversification s'accélère. On va revenir dessus, d'omnicanalité, évidemment. 42% aujourd'hui, selon le baromètre de 2023, des marchands ont leur propre site. Donc, c'est une évolution de plus 5 points. Donc, c'est très significatif. Ouais. D'année en année. Sur les réseaux sociaux, c'était déjà une adoption de 42% des marchands aujourd'hui qui ont adopté les réseaux sociaux. Évidemment, il y avait aussi une petite accélération, dans une moindre mesure par rapport aux réseaux sociaux et aux sites marchands, des marketplaces. Alors c'est aussi ça, les plateformes, le commerce intermédiaire, c'est une notion qui sert aussi, parce qu'il y a plein de services, enfin, il y a plein de plateformes qui servent. Au baromètre, je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai animé la table ronde entre autres avec Épicerie et Édouard Morange, Épicerie qui est une plateforme qui permet aux commerçants de vendre leurs produits à leurs clients de façon digitale. Donc ça inclut cette dimension-là. Totalement. Marketplace, réseaux sociaux, sites propres. Aujourd'hui, les commerçants ont bien compris l'éventail, la palette d'outils qui étaient à leur disposition et ils l'utilisent pour une majorité pleinement. Alors, pour se reconcentrer aussi sur le nerf de la guerre, c'est quoi le nerf de la guerre pour un commerçant ? C'est comme tout le monde, c'est ses clients. C'est les personnes qui viennent en boutique ou les personnes qui viennent sur son site. Et pour comprendre son consommateur, pour comprendre ses clients, il faut s'équiper d'un outil. Donc là aussi, cette année, on a un chiffre qui est fort dans le baromètre. C'est un déploiement qui s'intensifie dans les outils de fidélisation qu'on appelle les outils de CRM dans nos métiers, avec un 49% aujourd'hui dans les entreprises de toute taille qui s'équipent en outils de CRM, qui ont un outil de CRM, et 64% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc là, c'est un plus 10 points d'un point de vue barométrique. En un an. En un an. Donc c'est très significatif. On peut se dire que, in fine, tout ça, c'est dans l'urgence, pendant les années Covid, on s'est équipé d'une frontline de sites pour être visible. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et un peu plus de maturité, les commerçants aussi s'équipent en back-end, en IT, en outils pour accompagner cette croissance et surtout la structurer et la rendre pérenne. Ouais, c'est très important de souligner cette notion de maturité qui apparaît dans la transformation digitale. Je pense que ton exemple est tout à fait parlant. Dans l'urgence, on vend et après on structure. C'est un peu l'idée derrière. On voit que les outils, c'est une dimension fondamentale, clé de la réussite de cette transformation. On l'a évoqué, l'humain aussi, la formation. Vincent, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon avec laquelle les commerçants font face à des enjeux sur les talents, que ce soit en recrutement, en formation, que ce soit des seniors, que ce soit des jeunes. Comment c'est perçu ? Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre ?
Alors, tu as parlé de maturité et on s'aperçoit à nouveau d'une grande maturité. 70% des commerçants français disposent en interne des compétences nécessaires pour la transformation digitale. C'est un plus 7 points par rapport à l'an dernier, donc on était un petit peu plus à 50%, et les autres années, c'était le vide humain. C'est-à-dire que je ne savais pas comment commencer ma transformation digitale parce que je n'avais pas les ressources. Là, on s'aperçoit que quand on dépasse les 60%, ça y est, l'anecdote est terminée. Et en parallèle, une énorme progression, à nouveau de mémoire 6 ou 7 points, on a mis en place des actions de formation. Parce que pour accompagner la montée en puissance des ressources internes, seul l'axe de la formation est aujourd'hui le principal levier efficace pour déployer cette transformation digitale qu'on s'adresse à jeunes diplômés. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces commerçants ont plutôt entre 30 et 50 ans, et encore, ça peut aller plus loin. Ils sont courageux, ils travaillent longtemps. C'est pas la formation, c'est à tout âge se remettre en question et comprendre que la transfo digitale, ce n'est pas que des contraintes techniques, mais avant tout comprendre des concepts, des outils qu'il faut déployer. Et c'est complètement cohérent avec ce que Cyril vient de dire. En fait, on comprend bien que maintenant qu'on a déployé le front et qu'il faut structurer le back-end, pour pouvoir les utiliser, ces outils, il faut apprendre à les utiliser, quoi. Il faut être formé. On forme des jeunes, on a de la facilité à les recruter, ces jeunes. Est-ce qu'on a de la facilité à transmettre le savoir des générations un peu moins jeunes? Alors, c'est les sources de recrutement. L'autre question qui nous titillait, c'est est-ce que cette transfo digitale, elle crée de la valeur sur le marché de l'emploi? On vient, il y a quelques années, en tout cas une difficulté, une crise pour le recrutement des jeunes diplômés. On sait que sociologiquement, cette crise s'arrête et qu'il y a en plus en plus de jeunes diplômés qui sont compétents sur le digital. Eh bien, même les petits commerçants, les petits commerces sont à 21%, déclarent avoir recruté pour la transformation digitale. On est à 41% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc c'est un vrai mouvement, une vraie thématique de recrutement. Je vais recruter pour m'accompagner. Au sein de ces entreprises qui ont recruté ou qui ont l'intention de recruter, en général, et là aussi on peut être surpris, c'est pas pour des systèmes d'information ou un profil technique, c'est bien en marketing, vente, communication que les besoins de recrutement sont les plus présents. Ces recrutements-là, c'est des jeunes diplômés en premier? Non, c'est avant tout l'apprentissage. Là, c'est des chiffres incroyables. On est à 75%, un taux de croissance de plus 10%. Le gouvernement, c'est 300 000 nouveaux apprentis par an. Les chiffres du gouvernement, c'est une croissance de 14%. Le digital est encore plus fort que cette croissance historique. N'oublions pas non plus qu'historiquement, l'apprentissage chez les petites entreprises, 66%, c'est moins de 25 salariés. Donc on est évidemment dans cette champ naturel de l'apprentissage. Ce qui est nouveau, c'est que 41% des apprentis en France sont Bac plus 3 et plus. On a l'image du CAP, de l'apprentissage. Ça a beaucoup changé. Et donc on est en pleine cohérence. C'est-à-dire que les diplômes Bac plus 3, Bac plus 5 sur la transfo digitale en apprentissage existent et les commerçants sont allés les chercher. Ça veut dire qu'eux aussi sont intéressés par les challenges, les missions que les commerçants peuvent leur proposer. Ils ne vont pas forcément que dans des grosses structures. Absolument, parce que la grosse structure, elle est quand même si elle est sur le digital, souvent en silo. Pour s'organiser. Quand on est auprès du commerçant, on est DG, à directeur logistique, à DIRCOM, à tous les métiers, en passant que passent les heures de la journée. Et puis, on pourrait se dire, en fait, derrière tout ça, c'est la prime gouvernementale. C'est le fait parce que c'est pas cher. C'est un cadre pas cher, Bac plus 5, il va bosser quasiment non-stop, sauf la semaine où il est en cours. Ben là aussi, là, le baromètre, c'est la 4e ou 5e raison de mémoire. La première raison, c'est ils connaissent le digital, ils sont bien formés, ils savent résoudre des problèmes et ils sont créatifs. On a cet élan finalement créatif et opérationnel de la jeunesse qui vient rencontrer une maturité des commerçants français. Donc c'est hyper encourageant d'entendre ça. Cyril, on a parlé des outils, on a parlé des talents.
C'est quoi est-ce que d'ailleurs ça a été exprimé, la suite de l'histoire à laquelle pensent les commerçants, comment ils se projettent, est-ce que c'est continuer à pédaler plus vite, est-ce qu'il y a des ambitions nouvelles, des sujets nouveaux qui apparaissent dans ce baromètre? Alors, tu as raison de le souligner, cette année, on leur a posé des questions en termes de maturité digitale, et notamment dans l'air du temps. Ça ne va pas t'étonner. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'intelligence artificielle. Ah bah, sans blague. Ah bon? Écoute, je construis sur ce que vient de dire Vincent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de se former sur le digital. C'est-à-dire la réalité, je fais juste porte-parole, écho de mes partenaires sur le Commerce Tech Club. Aujourd'hui, c'est très simple d'aller voir la Chambre de commerce et de l'industrie, les digiteurs, et de se faire former. Les banques populaires aussi ont une offre de formation qui est large et partout en France. PrestaShop, Salesforce, Google, avec les ateliers numériques, on a formé des centaines de milliers de personnes. Oui, alors moi je peux me permettre d'en rajouter d'autres, comme le wagon qui permet de se former. Tout à fait, le wagon. Le bonjour à mes amis du wagon, qui fait beaucoup de choses aussi sur le sujet. Voilà, il est très simple aujourd'hui, et quel qu'en soit un jeune ou un moins jeune, de se former sur ces sujets. Et l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'accélérateur, tout ça, qui, je pense qu'on l'a tous un peu testé, en posant des questions à ChatGPT auxquelles on a tous accès. C'est très simple aujourd'hui d'avoir une réponse à peu près structurée. On ne sait pas toujours si elle est bonne, mais on a une réponse. Attention au côté responsable. Je pense qu'on a tous un enjeu collectif par rapport à ça. Mais on y reviendra, c'est pas le sujet. Nous, on a simplement posé la question aux commerçants en leur demandant ce qu'ils pensaient de l'intelligence artificielle et de son apport pour le commerce concrètement. Voilà. Est-ce que c'était un apport? C'est hyper intéressant. Comment les petites structures le perçoivent? Parce que quand on entend dans l'actualité Carrefour nous raconter que le chatbot va nous aider à faire les courses en fonction de ce qu'on lui dit qu'on a ou pas dans le frigo, c'est bien, mais c'est Carrefour. Là, c'est pas de Carrefour dont on parle. Comment de plus petites structures arrivent à appréhender des sujets qui semblent quand même un peu complexes? Écoute, je pense que déjà on est tous biaisés par ce qu'on a vu avec l'IA générative. Donc quand on parle d'IA aujourd'hui, on entend IA générative. C'est vrai. Et tu sais comme moi que l'IA, c'est des domaines qui sont bien plus larges. Un ingénieur serait autour de cette table, il nous ferait un exposé pendant plusieurs heures. Donc je pense que déjà, on a tous ce biais-là dans nos réponses. Donc de l'IA à laquelle on peut poser des questions et qui nous répond dans un langage très humain et très simple et de manière très structurée. Donc nous, dans le baromètre, on a posé la question de l'apport de l'IA. Est-ce qu'elle va vous faire gagner du temps ? Donc pour près de 59% d'entre eux, c'est un gain de productivité et d'efficacité. Et là, c'est en cohérence avec ce qu'on peut entendre et lire, quoi. Ils ont bien, par d'autres professionnels, ils sont au même niveau que les autres quant à la perception de ce que l'IA peut apporter. Exactement. Donc, du coup, tu vois, les barrières sont en train de tomber en termes de connaissance du digital, et l'IA accélère finalement cette il n'y a pas un schisme en fait, entre finalement les grosses structures qui ont de la R&D, qui ont des moyens financiers importants, des moyens humains aussi, des connaissances, des expertises importantes. Le commerçant de beaucoup plus petite taille, je rappelle, on parle des TPE et PME qui ont une activité commerçante, et eux aussi arrivent à s'en saisir. C'est ça. Et alors, ils sont très concrets, très pragmatiques. Ouais. Ça fait gagner du temps. Ça améliore la distribution et les recherches sur les produits, à l'évidence. Ça améliore l'efficacité des process. On sait que le commerce, c'est un métier compliqué. Il y a des process, il y a de la logistique, il y a de la supply, il y a des produits. Donc, ça permet de mieux cibler aussi en marketing. Quand on remonte dans la relation client, on va aller enfin vers ce Graal du marketing, la personnalisation. Comment j'arrive à mieux personnaliser? On sent que l'IA va nous le permettre. Et aussi, évidemment, avoir de meilleures relations clients et peut-être nous aider dans la vente. Et je pense que, en tout cas, c'est très perceptible dans ce baromètre que les commerçants ont déjà saisi que l'IA allait les aider. Elle n'était pas une menace pour le coup, mais plutôt une opportunité. Souvenez-vous, il y a 5, 6, 7 ans, quand on a commencé le baromètre, c'était clairement encore une menace, le digital de manière générale. Aujourd'hui, c'est vu comme une opportunité et l'IA vient construire
sur cette vision. Et ben justement, super transition, parce que moi j'aimerais bien t'entendre, Vincent, sur les sujets de l'IA et de la formation. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, tu es à l'origine d'un MBA à l'EFAP. Je sais que l'IA, c'est quelque chose qui est un sujet qui t'est particulièrement cher. Comment, finalement, ou est-ce que les commerçants déjà y arrivent, mais peut-être pas, ce sera peut-être plus ton avis à toi, mais comment intégrer le sujet des talents et de celui de l'IA ? Tout va dépendre en fait de comment ils ont été formés avec l'IA. Alors là, vas-y, balance le truc, parce que c'est une pépite. Il y a un peu deux écoles en France. Il y a des institutions politiques, éthiques, qui disent « Oh là là, on va l'interdire, on va se charger de logiciels pour repérer si le contenu a été fait avec l'IA. » Courage. Et puis, il y a d'autres postures qui est de dire « Mais attendez, de toute façon, ils vont travailler avec. Ils ne vont pas nous attendre. Ils ne nous ont pas attendus. » Ça fait longtemps que dans leur pratique du digital, ils ne nous ont pas attendus. Quand je dis ils, on parle des 2000, 2001, de ceux qui arrivent et qui sont formés. Pour notre part, on a renversé la table. On a beaucoup de contenu à rendre, des thèses, des infographies, des articles, des podcasts pour nos étudiants. C'est sûr qu'ils vont l'utiliser. D'abord, on va les former tout de suite, le deuxième jour de l'année. 5 ateliers dans l'année, parce qu'en fait, la vitesse d'évolution de l'IA fait que prendre un outil aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois ? On parle de presque 12 heures en ce moment en termes d'évolution de produits. Et on renverse la table des évaluations. En fait, ChatGPT, et c'est un générique, va être obligatoire. Et on va noter les livrables à 50% des critères, et puis on va leur demander une note méthodologique de prompt. Comment tu as travaillé avec l'IA ? Et là, on va finalement les obliger à travailler avec et à faire ressortir, en dehors de leur savoir-faire de grands commandeurs d'IA, quelles sont les spécificités humaines, les entretiens de face à face. Cette data, elle n'est pas dans l'IA. C'est moi, être humain, qui les fait. Les rencontres, les événements, évidemment, une journée à Vivatech, ça vaut... Donc, ça met encore plus l'impact sur l'expérience d'un apprenant, au-delà de son savoir, et puis de lui dire, allons-y, on va travailler avec, et tu vas être le meilleur, tu seras augmenté, et pas simplement un super producteur. Et il va y avoir, du coup je réponds à ta question, dans les entreprises, 2 catégories de nouvelles générations de gens qui vont arriver. J'ai envie de dire les hyperproducteurs qui disent rien, qui utilisent tous les outils, et qui vont produire très vite, mais qui ne vont pas produire d'intelligence supplémentaire. Et puis ceux pour qui l'IA est un compagnon, mais compagnon de leur propre intention, de leur propre philosophie, de leur propre vision, et eux, ils vont être augmentés. Ouais, c'est hyper intéressant que tu dis ça. Effectivement, je pense qu'il y a plein de challenges qui vont se présenter. Et je plus sois à fond sur l'idée selon laquelle ça ne sert à rien de lutter. Il faut prendre et avoir l'intelligence de savoir utiliser cette intelligence-là. Mettre le cerveau humain aussi là-dedans pour la rédaction des prompts et puis peut-être mettre en perspective les résultats dans l'IA génératif, les résultats qui sont présentés. Cyril, qu'est-ce que tu retiens finalement de cette édition de 2023 qui a été présentée? On a dit, il y a 3 mots-clés qu'on a évoqués, il y en a d'autres, mais là aujourd'hui on en a évoqué 3, c'est l'optimisme, les outils et les talents. C'est quoi ton feeling en fait à l'issue de tout ça Déjà c'est un bon résumé que tu viens de faire. Merci Cyril. Mon feeling c'est que finalement il y a la partie accompagnement qu'on a continué à mesurer, parce que quand on est une TPE, une PME, c'est pas facile d'être sur tous les sujets. Comme tu le soulignais Vincent, on est souvent tout seul à faire plusieurs métiers, à avoir beaucoup d'expertise. Donc le besoin d'accompagnement reste toujours aussi important. Et on vient de parler d'IA juste avant, ça ne résout pas le sujet. D'accord, il y a toujours un sujet d'accompagnement et d'expertise autour du digital qui est de mieux en mieux mesuré. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle aussi. L'impact du digital sur la croissance et sur le chiffre d'affaires, sur les chiffres financiers de l'entreprise sont de mieux. Je reviens sur l'accompagnement, c'est important ce que tu dis. En fait, le besoin d'accompagnement est de
mieux en mieux décrit, perçu, accepté en fait. Hein. On dit oui, je peux pas arriver à tout seul. C'est normal de se faire accompagner. Exactement. Ouais. Que ce soit en recrutant ou que ce soit donc des apprentis, des stagiaires, des jeunes talents ou des moins jeunes talents, des sachants sur le sujet, ou par une entreprise plus spécialisée ou par un organisme de formation. Donc ça, c'est vraiment cette prise de conscience qui s'accentue et qui est aussi importante parce que tu sais que si on se met tous des œillères, ça marche pas. Donc pour moi, c'est aussi un vrai enseignement de ce baromètre. Ça, je rebondis, ça marque une vraie spécificité du digital parce que d'habitude, dans un marché mature, il n'y a pas une progression du besoin d'accompagnement. Et là, en fait, plus on est mature dans le digital, plus on a besoin d'être accompagné. Parce qu'on s'aperçoit de l'incroyable richesse que couvre le digital. Toute l'expérience client, la connaissance client, avant la vente, pendant la vente, après la vente. Et donc, plus j'avance dans le digital, plus j'ai besoin de me faire accompagner. Parce que je découvre les nouvelles sources de création de valeur dans mon business, mais que, tu l'as bien dit, il y a un moment, la complexité fait que j'ai vraiment besoin d'être accompagné. La complexité, c'est pas une contrainte pour ne pas y aller, c'est juste une compréhension du monde et qu'en effet, il y a un moment, c'est un métier. On rentre dans un monde, je crois que nos commerçants l'ont bien compris, pour utiliser un acronyme que peut-être nos auditeurs connaissent, tes auditeurs connaissent, c'est VUCA, donc volatile, incertain, et il faut s'adapter, il faut être agile, et pour ça, ce besoin d'accompagnement, il est primordial. On voit en 2020, il fallait lutter contre des magasins qui devaient fermer. En 2021, il fallait réaccélérer avec le e-commerce qui avait le vent dans le dos. Aujourd'hui, il va falloir combiner avec des nouveaux outils, des nouvelles solutions comme l'IA générative. L'enjeu, c'est pas de se battre contre l'IA, c'est d'en faire un allié, de faire une intelligence augmentée, parce que sinon d'autres vont l'utiliser. On est tous dans nos métiers, et en particulier chez les commerçants, c'est des métiers de concurrence aussi, de compétition. Donc il va falloir s'équiper pour créer de la valeur pour son entreprise. Et ça, je pense que nos commerçants l'ont bien compris en France et on peut en être fiers. Messieurs, merci pour ces analyses. Est-ce que vous avez l'impression que dans les résultats là, qu'on a commentés, il y a un point qu'on aurait oublié et qu'il faudrait rattraper avant le mot de la conclusion, la fin? Ou est-ce que on a été, sans être complètement exhaustif, on a couvert assez bien On a évoqué rapidement la cybercriminalité dans les nouveautés de cette année. On a aussi mesuré la prise de conscience. Tout le monde a vu les 20 heures avec les logiciels de rançon et autres dispositifs de cybercriminalité. Et là, je rebondis avec mon compagnon Cyril, les chiffres nous montrent dans tous les cas aujourd'hui une vraie prise de conscience. De mémoire, plus de 70%, ils ont déployé des outils pour se prémunir. Sont-ils suffisants? C'est un autre débat, mais là aussi on est surpris de cette maturité. Il y a une prise de conscience. Mais les années 2020-2022 ont été quand même des top attaques et il y a eu une vraie prise de conscience. C'est une maturité qu'on va creuser sans doute l'année prochaine pour aller un peu plus loin parce que ça devient... de toute façon, ça va avec la croissance. La croissance attire pas que des beaux oiseaux. Bon... J'en resterai là sur cette phrase. Merci. Voilà, c'était une super phrase. On est en podcast, je passe le regard de mes amis avec cette phrase. C'était une super phrase. Je vous rappelle à tous que les résultats du baromètre sont accessibles sur le site de l'Axel. Le site de l'Axel, c'est acsel.eu. Et vous retrouverez, sans chercher bien loin, l'ensemble des supports qui vous permettent de lire en détail ou en résumé les résultats de ce baromètre dans sa 7e édition. Je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre fidélité à ce podcast. Merci à Comexposium pour les événements one-to-one Retail e-commerce de Monaco et puis one-to-one expérience client de Biarritz pour son support à cet épisode. Vincent, Cyril, merci pour tout. Merci Cyril. Merci Cyril. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon été.